Les règles de la guerre sont révolues. La Russie a commis une erreur massive et impardonnable en lançant l'une de ses attaques les plus atroces contre des enfants ukrainiens. La riposte a été immédiate et sans équivoque. Quelques heures seulement après l'attaque, nous avons reçu un rapport indiquant que les États-Unis avaient levé des restrictions clés à l'encontre de l'Ukraine. Les missiles britanniques et français sont désormais autorisés à frapper en profondeur à l'intérieur de la Russie, ciblant des raffineries et des usines militaires que Poutine ne peut défendre. Mais la vengeance ne s'est pas arrêtée là. Les États-Unis ont également imposé des sanctions écrasantes contre Rosneft et Lukoil, deux des plus grandes compagnies pétrolières russes. Le marché boursier russe s'effondre et Poutine est furieux. Mais il n'a personne d'autre à blâmer que lui-même. En ciblant des enfants ukrainiens, il a forcé l'Occident à déclarer que l'heure des discussions était terminée. La guerre est devenue personnelle. Tout a commencé hier matin lorsque Poutine a orchestré l'une des attaques les plus horrifiantes de ce conflit. Des drones russes ont frappé une école maternelle à 10h30, heure ukrainienne, en plein milieu de la journée scolaire. Nous disposons d'images de l'attaque et de la mission de sauvetage menée par les premiers intervenants après les frappes. Pourtant, les Russes nient tout en bloc, affirmant que cette histoire d'enfant était une mise en scène de l'OTAN et que le site était en réalité une installation de l'OTAN. Permettez-moi de vous montrer les preuves et vous pourrez juger par vous-même. Nous avons également des images des conséquences où les premiers intervenants tentent d'évacuer les enfants. On peut entendre les enfants appeler leur mère. Selon certains propagandistes russes, il s'agissait d'une vengeance de la Russie. Vous vous demandez peut-être, une vengeance pourquoi ? Eh bien, permettez-moi de vous expliquer. Plus tôt ce matin-là, les forces armées ukrainiennes ont utilisé des missiles Storm Shadow fournis par le Royaume-Uni pour détruire une usine chimique russe à Bryansk. Cette usine est une installation cruciale du complexe militaro-industriel russe, produisant de la poudre à canon, des explosifs, des charges de combat, du carburant pour roquettes, etc. La Russie a initié cette invasion, ce qui signifie que l'Ukraine était pleinement dans son droit de détruire cette usine. En guise de vengeance, la Russie a ciblé des enfants de maternelle. Mais selon les Russes, ces enfants ne seraient que des acteurs, et l'endroit une installation de l'OTAN. Ce que Poutine semble avoir oublié, c'est que même s'il a perdu toute compassion, le reste du monde en a encore. C'est là que la première dame intervient, car elle se soucie profondément des enfants ukrainiens. Il est important de rappeler à tous que, il y a quelques mois, en juillet, le président Trump a publiquement admis que c'était la première dame, Melania, qui l'avait convaincu que les promesses de Poutine n'avaient aucune valeur. Écoutez ceci. Je rentre à la maison, je dis à la première dame que j'ai parlé à Vladimir aujourd'hui, nous avons eu une conversation merveilleuse. Elle m'a répondu, vraiment ? Une autre ville vient d'être frappée. Lors de la visite de Poutine en Alaska, la première dame lui avait fait parvenir une lettre personnelle avec un message très clair. Elle demandait à Poutine de protéger les enfants ukrainiens. C'est quelque chose que l'armée russe n'a clairement pas fait. Au contraire, les ont kidnappés des enfants ukrainiens, les ont emmenés en Russie et les ont fait adopter par des familles au hasard. Ce que Poutine a fait hier est allé trop loin. Quelques heures après cette attaque, nous avons reçu une information explosive du Wall Street Journal. Les États-Unis ont levé des restrictions clés sur l'utilisation par l'Ukraine de missiles européens à longue portée. Cette décision coïncide avec une initiative de Trump pour faire pression sur Moscou afin d'entamer des négociations pour mettre fin à la guerre. Je veux clarifier les détails, car le libellé de ce rapport est très précis et ce n'est pas sans raison. Les États-Unis n'ont pas donné l'autorisation de frapper à l'intérieur de la Russie, car l'Ukraine avait déjà cette permission. Ils utilisaient déjà des drones pour pénétrer en territoire russe. Le rapport indique que les États-Unis ont levé une restriction clé. La question est donc, quelle était cette restriction ? Bien que ces missiles soient principalement fabriqués au Royaume-Uni ou en France, ils utilisent des données de ciblage fournies par les États-Unis. Jusqu'à récemment, sous l'administration Biden, ces données de ciblage étaient retenues. Cela ne signifiait pas que l'Ukraine n'avait pas le droit de frapper à l'intérieur de la Russie, mais le processus était le suivant. Si l'Ukraine identifiait une cible, elle devait demander l'autorisation à son homologue américain. Cette demande remontait jusqu'au secrétaire à la Défense, Pete Hegseth. S'il l'approuvait, l'Ukraine pouvait frapper la cible en utilisant les données américaines. Sinon, elle ne le pouvait pas, même si elle avait les missiles et l'autorisation du Royaume-Uni, qui les avait fabriqués. Ce qui a changé, c'est que cette autorité d'approuver ou de rejeter une frappe n'appartient plus à Pete Hegseth, mais au général américain de plus haut rang en Europe,
Le général Alexis Greenwich, qui est également commandant de l'OTAN. À mon avis, c'est une bien meilleure décision, car il est beaucoup plus favorable à l'Ukraine que Pete Hegseth. Cela ne veut pas dire que ce dernier est anti-Ukraine, mais il y a eu des problèmes de communication entre l'administration et le Pentagone, et nous ne savons pas qui en est responsable. Techniquement, les États-Unis n'autorisent pas les frappes à l'intérieur de la Russie. Ils se contentent de fournir les données de ciblage pour les cibles choisies par l'Ukraine, qui utilise des missiles fabriqués par le Royaume-Uni. Cette nuance est importante, car quelques heures après la publication de ce rapport, le président Trump a fait une déclaration. Vous avez vu un post sur Truth Social cet après-midi qualifiant le rapport du Wall Street Journal de fausse information. Oui, le Wall Street Journal est plutôt fiable sur les finances, mais moins sur les ragots. Pouvez-vous confirmer que ma compréhension de la situation est correcte? Selon moi, ce rapport donnait l'impression que les États-Unis venaient de lever une restriction sur les renseignements. Non, il disait que j'avais donné à l'Ukraine la permission de tirer des missiles en profondeur en Russie. Je n'ai pas fait ça. Deuxièmement, ils n'utilisent pas nos missiles. Ils utilisent, je crois, des missiles européens, mais pas les nôtres. Ce qu'ils font, je ne le contrôle pas, mais je contrôle nos missiles. Ils ne tirent pas nos missiles. C'était une fausse information. Le Wall Street Journal publie beaucoup de fausses informations. Trump n'est pas le plus grand fan du Wall Street Journal, mais le rapport ne dit pas ce qu'il prétend. Il n'a jamais dit que Trump avait donné l'autorisation. Il indique que les États-Unis ont levé une restriction, ce qui est vrai, car nous avons vu une frappe Storm Shadow sur une installation russe, comme mentionné au début, et cela n'est possible que si les États-Unis fournissent les données de ciblage. Ce qui est amusant, c'est que nous adoptons maintenant un discours où nous disons « ce ne sont pas les États-Unis qui mènent ces frappes, ce sont les pays européens, l'Ukraine, tout le monde sauf nous ». Cela ressemble à une tactique russe qui utilise des demi-vérités pour défendre son point de vue. La Russie goûte maintenant à sa propre médecine. Ce n'est pas seulement cette déclaration. Trump a fait une remarque similaire plus tard dans la même conférence de presse. Nous ne vendons pas d'armes à l'Ukraine. Nous les vendons à l'OTAN, ce qui est différent de ce que faisait Biden. Il a donné 350 milliards de dollars en armes et en argent directement à l'Ukraine, ce qui était insensé. Nous vendons à l'OTAN, et en théorie, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ça ne doit pas nécessairement être l'Ukraine, mais c'est probablement le cas. Soyons sérieux, nous savons pourquoi nous vendons ces armes. L'Ukraine soumet une demande pour les armes qu'elle souhaite, cette demande va au commandant de l'OTAN, dont nous venons de parler, qui vérifie si les États-Unis les ont en stock et en quantité suffisante. Ensuite, il approuve, l'OTAN achète les armes et les donne à l'Ukraine. Nous savons très bien pourquoi cela se passe ainsi. Nous ne voulons simplement pas l'admettre. Et je trouve ça bien. C'est ainsi que la Russie opère, en utilisant des récits de guerre informationnelle pour semer la confusion. Maintenant, nous faisons un peu la même chose. Il est beaucoup plus difficile pour la Russie de blâmer les États-Unis quand le président dit publiquement « Nous ne donnons pas d'armes à l'Ukraine, nous les donnons à l'OTAN. Nous n'approuvons pas les frappes à l'intérieur de la Russie, c'est l'Europe qui le fait. » Les Européens ne sont peut-être pas ravis, mais moi, ça me rend heureux de penser que la Russie goûte à sa propre médecine. Comme je l'ai dit au début, la riposte ne s'est pas arrêtée là. La plus grande nouvelle, ce sont bien sûr les sanctions. Et c'est la plus grande nouvelle parce que nous n'avions pas eu de nouvelles sanctions sous cette administration. Trump a prolongé certaines sanctions annoncées par Biden, mais c'était des prolongations. Là, il s'agit de sanctions inédites parmi les plus dures jamais annoncées par les États-Unis, y compris celles imposées sous Biden. Ces sanctions visent Rosneft et Lukoil, deux des plus grandes entreprises russes, Rosneft étant détenu par l'État, ce qui touche directement le portefeuille de Poutine. Vous vous demandez probablement, la Russie n'est-elle pas déjà le pays le plus sanctionné au monde? Quelle différence font ces sanctions par rapport aux précédentes? Laissez-moi expliquer. Tout d'abord, ces sanctions ne visent pas seulement Rosneft et Lukoil, mais toutes les entreprises dont elles détiennent 50% ou plus, ce qui touche de nombreuses filiales. De plus, ces sanctions sont très différentes des précédentes. Fin 2022, les pays occidentaux avaient annoncé un plafonnement du prix du pétrole russe, ce qui signifia que les raffineries et producteurs pétroliers russes pouvaient vendre leur pétrole, mais pas au-dessus d'un certain prix, initialement fixé à $60. Il y a quelques mois, plusieurs pays européens ont abaissé ce plafond à $47. Toute entreprise achetant du pétrole russe devait s'assurer de l'acheter en dessous de ce prix, sous peine de sanctions. C'était comme dire, vous pouvez conduire sur cette route, mais pas au-delà d'une certaine vitesse. Cela aidait un peu, mais ce n'était pas aussi fort que ce que nous annonçons maintenant. Désormais, c'est comme si la route était complètement fermée.
Toute entreprise ou pays faisant affaire avec ces compagnies sera sanctionnée. De plus, ces entreprises ne peuvent plus utiliser le dollar américain, ce qui complique leurs transactions et augmente leurs coûts. Ces sanctions fonctionnent, mais pas comme beaucoup le pensent. L'économie russe ne va pas s'effondrer demain, même si je le souhaiterais. C'est plutôt comme un nœud qui se resserre autour de l'économie russe. À chaque nouvelle sanction, il devient plus difficile de respirer. Les États-Unis ont également appelé leurs alliés européens, le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et le Canada à imposer les mêmes sanctions. Le même jour, l'Union européenne a adopté son 19e paquet de sanctions, ciblant directement la flotte fantôme utilisée par Poutine pour transporter son pétrole vers des pays comme l'Inde, la Chine et la Turquie. Cela signifie que si l'un de ces navires accoste dans un port en Chine ou en Inde, l'entreprise gérant ce port peut être sanctionnée. Cela dissuade ces entreprises de travailler avec ces navires ou les pousse à dépenser plus pour cacher leurs activités, ce qui augmente leurs coûts et réduit les marges de la Russie. Enfin, avec l'annonce de ces sanctions, le président Trump a également déclaré qu'il ne rencontrerait pas Poutine. La raison est simple. Après un appel entre le secrétaire d'État Marco Rubio et Sergueï Lavrov, Rubio était furieux. La Russie n'a pas changé ses positions, exigeant toujours les mêmes choses, y compris des territoires qu'elle n'a pas réussi à capturer depuis 10 ans en échange d'un arrêt des attaques. Ce n'est pas un échange acceptable, surtout connaissant l'histoire russe. Comme l'a dit le président Eisenhower, une promesse russe ne vaut rien. Personne ne veut céder des territoires sur la base d'une promesse russe de ne pas envahir. En résumé, une journée positive pour les mesures prises par les États-Unis, mais une journée horrible et effrayante pour les enfants ukrainiens. Voilà toutes les mises à jour pour aujourd'hui. Si vous appréciez ces informations, ce qui peut sembler étrange après les nouvelles que nous venons de couvrir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner